je vous ai dit tout à l'heure que le 19e siècle est le siècle de la construction de l'identité nationale, du patriotisme français. Il faut dire que d'un point de vue linguistique, il se passe aussi plein de choses. Et ça, souvent, on ne l'aborde pas. Mais il faut imaginer que en 1850, à l'époque de Jasmin, dans le Lot, tout le monde parle patois. Tout le monde parle patois. On a des témoignages précieux qui ont été édités par les archives départementales du Lot. C'est le recueil de monographies cantonales et communales, donc établi par les contrôleurs des contributions directes et publié donc par la regrettée Christiane Constant-Le Stoum, qui sont des témoignages précieux sur nos communes. Deux exemples. Donc en 1850, à Sabadell, donc sur le Causse, le contrôleur des contributions directes écrit: La population est laborieuse, active et économe. La religion catholique est la seule en vigueur. La langue usuelle est le patois. Quelques-uns entendent le français. Un très petit nombre sait le parler. Donc vraiment, Sabadell, quelqu'un qui viendrait de Paris et qui débarquerait à Sabadell pourrait se croire en territoire étranger. Autre exemple, cette fois-ci pris en Quercy-Blanc, à Flognac. Les habitants sont laborieux, durs pour eux-mêmes, mais d'un caractère emporté, enclins à la débauche, taquins et entêtés, se soumettant avec répugnance aux lois de l'État et par la suite difficiles à administrer. Ils sont intelligents, mais ignorants et méfiants. La religion catholique romaine est la religion du pays. Ils la professent sans fanatisme. Le patois est la langue vulgaire. Un petit nombre parle le français. Quelques-uns parmi les femmes, surtout, ne le comprennent pas. Pourquoi les femmes ne le comprennent pas? Parce qu'on commence déjà à avoir un certain nombre d'écoles qui se mettent en place, qui sont à destination quasi exclusive des hommes. Une génération plus tard, on a là aussi des enquêtes qui sont précieuses et qui sont passionnantes pour avoir une image de la société. C'est le Lot vu par ses maîtres d'école, et donc à qui on a demandé de faire un recueil de monographies, donc une enquête là aussi, publiée par les archives départementales. Donc nous sommes en 1880. La date est importante puisque nous sommes 2 ans avant les lois Jules Ferry qui vont rendre l'école laïque obligatoire pour tous. Et là, donc, pareil, 2 témoignages. Je vous propose d'aller à Mercuès, donc à quelques kilomètres de Cahors. Donc, on n'est pas au milieu de la Pampa. Mercuès, on est à 2 heures à pied du centre-ville de Cahors. Depuis plusieurs années, le niveau de l'instruction publique s'est considérablement élevé. On peut même dire qu'il est en voie de progrès. Chacun tient à ce que ses enfants acquièrent une instruction convenable, comprenant fort bien que sans elle, l'homme ne peut ni être si capable de se bien conduire, ni être si utile à ses concitoyens. Pour être convaincu de ces heureux résultats, il suffit de remarquer qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul conscrit illettré, et que dans les actes de mariage, on n'y voit plus personne ne sachant ni lire ni écrire. Alors, ça c'est Mercuès. Si on gratte un petit peu, on s'aperçoit quand même que le vernis de l'éducation, il n'est pas très épais. On va à Valoroufier, donc là non plus, on ne va pas très très loin. Là encore, au témoignage de l'instituteur, les écoles de Valoroufier sont fréquentées avec assez d'assiduité pendant 3 mois de l'année, du 1er novembre au 31 janvier. Passé cette époque, la fréquentation cesse pour certains élèves et l'assiduité s'affaiblit pour certains autres. Quoique l'instruction ne soit pas encore très avancée dans la commune, on compte néanmoins peu d'illettrés. C'est à peine si annuellement, sur la moyenne de 7 conscrits, il s'en trouve un qui ne sache ni lire ni écrire. Voilà. Donc en 1850-1880, en 30 ans, la situation linguistique change complètement. Alors, attention, en 1880, les gens comprennent et parlent le français, mais la langue d'usage dans les campagnes reste le patois. Vous seriez venu il y a 120 ans dans les rues de Cahors, vous auriez facilement, quelqu'un qui ne parlait pas que patois. Les derniers locuteurs exclusifs de la langue sont morts à la fin des années 1940. Vous pouvez très bien se débrouiller, vous pouvez très bien faire sans parler français. Alors, je vous ai parlé de Jasmin, qui est venu régulièrement à Cahors.
Cette instruction qui va se développer va permettre d'accéder à l'écriture à toute une population, à des classes sociales qui en étaient privées. Et pour elle, l'écriture va être un loisir. Et un loisir d'autant plus intéressant que écrire en patois, c'est un espace de liberté. Écrire en français, c'est compliqué. Il y a des règles d'orthographe, hein, il y a des règles de grammaire, il y a des règles de prosodie, et on a vite fait de se tromper et de faire des vers un petit peu boiteux. Le patois, c'est cool, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de dictionnaire, on peut écrire comme on veut, même si c'est un petit peu boiteux, c'est une bagarelle, ça n'embête personne. Et donc, surtout, beaucoup n'ont qu'une instruction relativement limitée. Donc, ils savent lire et écrire, mais pas plus. Ils maîtrisent bien mieux l'occitan que le français. Et donc, on voit apparaître autour des années 1840-1850 toute une nouvelle génération issue des milieux populaires de gens qui vont se mettre à écrire en occitan. D'autant plus que sur la même période va se développer quelque chose de relativement nouveau, c'est la presse. Les gens savent lire, donc on peut leur vendre des journaux. À partir de 1840, des années 1840, qui va paraître 2 fois par semaine, vous avez le journal du Lot, et qui va avoir une très large diffusion. Et donc là aussi, en plus de ça, le journal du Lot, de temps en temps, va accueillir aussi des gens qui écrivent de la poésie, et qui écrivent de la poésie en patois. Donc là aussi, ça va encourager les gens à écrire. Donc quelque part, on a un paradoxe, parce que d'un côté, on a de plus en plus de gens qui savent lire et écrire, qui sont instruits en français, mais aussi on a de plus en plus de gens qui vont se mettre à écrire en occitan. Voilà. Donc sur ces entrefaits, le Félibrige et Mistral, qui est célèbre, va faire des émules aussi chez nous. Et surtout, l'autre événement important en ce qui concerne l'écriture en occitan, ça va être en 1872 la création de la Société des études du Lot, qui va fêter l'année prochaine son anniversaire, donc c'est 150 ans d'existence. Et la Société des études du Lot, dès le début, va s'intéresser aux idiomes populaires, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on est à une période où on va s'intéresser au Moyen-Âge, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aussi on va s'intéresser aux racines gauloises de la civilisation française. Et la linguistique est assez balbutiement. Je vous ai parlé de Gaston Paris et de Paul Meyer, mais l'idée est assez répandue que dans les idiomes populaires parlés en France, on va retrouver l'ancienne langue parlée par les Gaulois. Et parmi les premiers numéros du bulletin de la Société du Lot, vous en avez un consacré qui fait une trentaine de pages où on vous explique que le patois, la langue romane parlée par les Lotois, n'est autre que la survivance du gaulois parlé par les Cadurques. Et que c'est une fausse idée de croire que l'occitan est une langue, que la langue d'oc ou la langue romane est une langue latine. Non, ce n'est simplement que le gaulois qui s'est corrompu et qui s'est perpétué dans nos campagnes. En plus de ça, on a l'influence de Mistral, donc qui aussi se fait connaître. Donc, des gens qui écrivent en occitan, des gens qui montrent que l'on peut faire des choses de grande qualité en occitan, un intérêt pour la littérature médiévale, et en particulier la littérature des troubadours, une étude scientifique de la langue vont faire qu'on va retrouver beaucoup de gens au sein des sociétés savantes qui vont s'intéresser à la langue et à la littérature d'oc. Société des études du Lot qui va être fondée en 1872, et dès 1875 va organiser un premier concours littéraire, à la fois en français, mais également en langue romane. La Société des études du Lot va être débordée par le succès du concours. Beaucoup de participants en langue d'oc, peu de Lotois, mais beaucoup de participants venus des départements, des autres départements.
3 ans après, quand ils vont organiser en 1881 un autre concours, ils vont limiter les participants au lotois. Bon, il fallait quand même pas trop se faire envahir par les autres. Il n'empêche qu'il y a une dynamique qui se crée autour de la Société des études du Lot, autour de la langue, et en tout cas une bienveillance autour de la langue. Donc, parmi ces gens qui écrivent, il y a quand même quelques noms à retenir, des noms que peut-être vous connaissez. Le premier d'entre eux qui est important et qu'il faut connaître, et si on a, j'allais dire, qu'un nom à retenir parmi les poètes de Languedoc du département, c'est Paul Froment. Paul Froment, qui est originaire de Floressas, qui lui est issu d'un milieu très populaire. Sa famille sont des viticulteurs de la région de Floressas. Né en 1875, vous pouvez imaginer, une famille viticulteur, vous pouvez imaginer très bien que la situation n'est pas facile parce que, exactement, famille ruinée par le phylloxéra, et le vignoble, j'allais dire, du vin de Cahors, qui correspond aujourd'hui à la AOC Cahors, est constitué essentiellement de petits producteurs qui se situent sur des coteaux. Vous avez qu'à regarder le Mont Saint-Cyr ou sur les collines qui y a à la sortie de Cahors en allant vers Toulouse. On voit encore les traces d'implantation de la vigne. Là, en dehors de la vigne, on ne peut rien y faire pousser. Donc, si la vigne crève, vous êtes il n'y a pas d'autre solution que de fuir. Et donc, ce qui arrive malheureusement à la famille de Paul Froment, ruiné par le phylloxéra, lui il va à l'école jusqu'à une douzaine d'années. C'est un élève brillant, parce que Paul Froment est quelqu'un d'intelligent et qui est passionné par les littératures. Et sauf qu'à 12 ans, il est obligé de quitter l'école et il va travailler comme ouvrier agricole, comme au baillet des Borgnes, du côté de Villeneuve-sur-Lot.